Non, parce que c'est quand même... voilà, merci. Un jeune collègue et un moins jeune. Donc voilà, un sociologue et puis un moins que rien qui entraîne le baseball et qui surtout a une activité au sein de Brest Insertion Sport qui est intéressante en mobilisant les personnes les plus vulnérables, les plus vulnérabilisées, les ESF, les chômeurs de longue durée, les toxicomanes, etc. par l'activité physique et sportive. Donc là on approche bien la question de la santé en direct. Et donc où il remobilise, il redynamise ces personnels, ces personnes. Et là on a François qui lui a analysé spécifiquement les chômeurs de longue durée dans son travail de thèse, en étant parfois très critique, mais il le dira beaucoup mieux que moi, avec plein de modulations, mais en montrant comment le fait de vouloir redynamiser des populations vulnérabilisées n'était pas sans une idéologie sous-jacente qui pouvait être un peu potentiellement dangereuse. Donc il le dira bien plus en détail que ça. Merci. Oui, Stéphane, présente-toi un peu. Donc, je suis sociologue à l'Université de Rennes en sciences du sport. Et donc je m'intéresse à toutes les pratiques alternatives. Certains d'entre vous le savent puisque je les ai interrogés dans ce cadre-là d'enquête. Donc tout ce qui est un petit peu hors dehors du cadre m'intéresse. Dès que ça s'institutionnise un petit peu trop, ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est émergent. C'est en ce sens-là qu'on s'est bien entendu. J'aime bien être dans l'ébullition sociale, hein, pas du tout dans la cristallisation institutionnelle, c'est soporifique pour moi. Et le labo auquel tu appartiens. Et donc le laboratoire est dirigé par le professeur Dominique Bodin, que certains ici connaissent, qui est un spécialiste du hooliganisme à l'origine. Et donc on travaille tous sur les questions de violence, identité, politique et sport. Donc les politiques sportives, ça m'intéresse beaucoup justement. Et souvent les responsables politiques sont inquiets sur les questions de violence et les répercussions identitaires. Donc c'est notre champ d'action, on est nombreux, hein. On travaille avec Madrid par exemple, avec Arras, avec d'autres laboratoires un peu partout dans le monde, en Europe. C'est adossé bien sûr à une formation universitaire avec des masters spécialisés. Hein. Donc voilà, mais je ne peux pas vous dire avec ça, ce qui nous intéresse c'est avoir des témoignages de professionnels et d'analyse de ces actions politiques et professionnelles. Et puis de voir éventuellement après comment ces pratiques peuvent trouver la traduction dans le travail qu'on est en train de par exemple, sur Pasteur et sur Avignon. Voilà. Sur ces deux lieux, par exemple, il y a d'autres collègues qui ne sont pas là malheureusement, mais qui étaient conviés, qui sont des spécialistes de l'économie sportive à l'extérieur, à outdoor, et donc qui pourraient tout à fait travailler sur les formes, les modalités de tourisme sportif qui pourraient se développer à Avignon ou d'activités alternatives dans le centre de ville, puisqu'on a des thèses qui ont été soutenues sur les pratiques alternatives, hein, comme le parcours dont on a parlé hier, mais il y a des versions beaucoup plus crades. Hein, par exemple, la spéléologie urbaine, hein, c'est moins propre de se balader dans les égouts que d'être sur du béton. Voilà. Donc, dans notre laboratoire, on a une vraie dynamique autour de ces questions d'intégration de toutes ces formes plus ou moins émergentes d'activités physiques et sportives. Je veux bien commencer. Alors, comme l'a dit Stéphane, je parais souvent un peu critique dans un premier temps. Mais en fait, la critique n'est pas brutale et au premier degré. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, du moins ce que j'essaie d'analyser, c'est comment le sport peut participer à la construction d'une société. C'est la grande question de la sociologie. Et à ce qu'elle contient de violence envers les individus aussi. Donc il ne s'agit pas d'une critique de l'usage du sport par des professionnels dans une version un peu sociale. Il s'agit ni d'une critique préventive, mais plutôt de dévoiler ce que le sport, au-delà des représentations, peut contenir de violence, même lorsqu'il est proposé de façon complètement bienveillante à des individus. Donc voilà, je rectifie un peu, ou du moins je nuance ce qu'a dit Stéphane, parce que la critique n'est pas complètement brutale et au premier degré. Et pour terminer sur cette parenthèse préventive, moi j'ai participé à des stages de sport pour des chômeurs qui sont en situation de bénéficier des minima sociaux.
J'ai participé à ces stages pour à la fois les observer et procéder à ce qu'on appelle de l'observation participante en sociologie. Bon, autant le dire tout de suite, j'y ai vu des sourires, j'y ai perçu du bien-être, des effets bénéfiques autant sur le corps que sur le moral des individus. J'y ai vu aussi des liens entre les personnes qui y participaient, qui semblaient être des liens salutaires ou du moins agréables pour eux. Donc il ne s'agit pas d'une critique du sport pour la simple critique, quoi. Néanmoins, il est vrai que le sport n'est pas ce qu'on se représente bien souvent, c'est-à-dire une activité forcément positive qui va produire à la fois de l'intégration ou de l'insertion, qui va produire des effets en termes de santé qui vont être bénéfiques, qui va produire aussi du lien social de façon systématique. Évidemment, le sport, c'est disons une composante de notre culture qui peut devenir aussi le support de tricherie, de surentraînement qui entraîne des difficultés, parfois la mort, c'est aussi du dopage, c'est aussi de l'exclusion, voilà, c'est aussi tous ces mots et ces phénomènes qui sont réels, qui font partie de la société dans l'ensemble, mais aussi du sport, quoi. Moi concrètement, j'ai travaillé sur des dispositifs très précis, qui ne sont pas tout à fait ceux sur lesquels Erwan travaille, mais qui sont des dispositifs de politique publique, donc financés par des conseils généraux et qui s'adressent à des individus donc, qui sont au chômage de longue durée et qui, arrivant en fin de droit, bénéficient des minima sociaux. Et donc, tout simplement, les politiques publiques leur proposent de suivre des stages de sport pour se réinsérer professionnellement. Donc, a priori, on a comme ça une démarche politique plutôt bienveillante et on pourrait se dire qu'il s'agit simplement de rendre accessible une pratique qui est si généralisée que, il serait logique que chacun puisse y accéder, même ces individus-là, je dirais. On pourrait penser que la logique s'arrête ici. Moi, j'ai essayé de dépasser cet a priori en me disant que, en choisissant le sport et en choisissant une certaine forme de sport, il y avait forcément une idéologie, ou du moins des valeurs, des intentions politiques moins manifestes, plus sous-jacentes. Et c'est celle-ci que j'ai essayé de dévoiler, de révéler. Concrètement, ce que j'ai observé, donc je me suis simplement posé la question d'abord, quel sport est-ce qu'on propose à des individus qui sont en situation de chômage de longue durée, et on leur propose des sports que j'ai qualifiés d'apolliniens par opposition aux dionysiaques, c'est-à-dire des sports où on va mettre l'accent sur l'effort, sur la mesure de l'effort produit, sur la progression, sur la fierté qu'on va retirer à avoir accompli l'acte sportif et non pas la sensation de plaisir qu'on a à pratiquer. Donc clairement, beaucoup plus sur cette dimension apollinienne que l'éventuelle dimension dionysiaque du sport à travers laquelle on va prendre du plaisir, on va simplement s'attacher à l'instant dans une forme d'hédonisme comme ça sportif. Et donc à travers cette conception plutôt apollinienne du sport, j'ai perçu finalement une dimension, disons, contractuelle, c'est-à-dire qu'on invite les participants à faire du sport afin qu'ils accèdent à nouveau à ce qu'on appelle, selon les concepteurs de ces stages, ce qu'ils appellent une responsabilité de soi, une réciprocité, c'est-à-dire être engagé dans un rapport réciproque. Et donc, très clairement, l'idée sous-jacente derrière, la conception de l'individu auquel on s'adresse, c'est l'idée qu'il faut que ces individus qui sont en situation de chômage de longue durée accèdent donc à une nouvelle responsabilité de soi qui, par conséquent, par déduction, n'existerait plus. Autrement dit, on a derrière cette proposition de pratique sportive déjà une conception de l'individu auquel on s'adresse, selon laquelle il ne serait plus responsable de lui-même, et donc il devrait réaccéder à une sorte de norme, finalement, qui est cette responsabilité de soi, ou l'autonomie, tout simplement. Très concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que les individus qui sont dans cette situation-là, qui bénéficient des minima sociaux, signent ce qu'on appelle, j'essaie de faire rapide, des contrats. Ils signent des contrats avec un référent social, qui est bien souvent une instance sociale,
des contrats d'insertion plus précisément, dans lesquels on retrouve des droits et puis des devoirs. Voilà. Et puis finalement les stages de sport apparaissent en tant que démarche d'insertion dans la colonne des devoirs de l'individu. Et donc du point de vue du principe, du concept, la participation à ces stages de sport est une obligation contractuelle pour le chômeur de longue durée. Donc ce qui déjà indique quelque chose sur l'intention politique. Donc c'est une obligation grâce à laquelle on pense pouvoir permettre un nouvel accès à une nouvelle responsabilité de soi reconquise quelque part. L'autre point que je pourrais développer et auquel j'ai pensé lorsque j'ai entendu l'intervention précédente, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que finalement, quand on mobilise l'individu corporellement à travers le sport, dans la sphère publique, la sphère fonctionnelle finalement, où il est donc un chômeur ou un RMiste ou un bénéficiaire du RSA, lorsqu'on mobilise corporellement l'individu dans cette sphère-là, il y a une façon de mobiliser ce qui relève de l'intime aussi, c'est-à-dire son corps, de le mettre en action, d'exposer aussi son intimité. Très concrètement, encore une fois, il s'agit par exemple de transpirer, de mettre en scène pour certains l'obésité, parce qu'ils sont tous, c'est leur caractéristique commune, traversés par ce que les travailleurs sociaux appellent une problématique de santé. Et pour beaucoup, ils sont obèses, d'autres sont alcooliques, d'autres sont anorexiques, mais tous ont des difficultés à mobiliser leur corps, et ce d'autant plus dans une situation sportive. Et donc ils se retrouvent finalement à se mettre en jeu corporellement, d'une façon sportive, et donc à exposer une forme d'intimité qui n'est pas forcément valorisante à leurs yeux, dans un cadre qui est celui qui est le cadre fonctionnel, la sphère publique. Donc là, il y a une façon de convoquer finalement l'intimité de l'individu dans une sphère publique fonctionnelle qui, je le rappelle, a pour but de à la fois réinsérer professionnellement l'individu, mais aussi, de façon plus sous-jacente, de faire en sorte que cet individu redevienne responsable de lui-même, s'engage à nouveau dans un rapport réciproque, finalement, de faire en sorte qu'il soit plus conforme à un ordre social, un ordre normatif. Et donc, quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que proposer du sport, loin de cette approche complètement bienveillante, c'est aussi une façon de mobiliser l'individu corporellement, mobiliser son intimité dans un cadre fonctionnel pour faire en sorte finalement qu'il réintègre un ordre social normatif et qu'il s'y conforme. Donc, bon voilà, je crois que j'ai bien fait de faire une petite parenthèse préventive parce que ça paraît vraiment très critique, mais finalement ces processus-là ne sont-ils pas les processus nécessaires d'une construction sociale, c'est-à-dire de la construction d'une cohésion de la société qui comporte une certaine violence. Donc, encore une fois, j'ai vu des sourires, des relations très agréables et humaines riches, mais je n'interroge ici que la philosophie politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on choisit du sport, pourquoi ce sport-là et pourquoi ces individus-là. Oui. Tu as dit des sports proposés. Tu n'as pas trop dit lesquels, je veux bien moi avoir une idée. Parce que... Donc c'est par exemple de la natation. Donc on peut envisager de différentes façons, hein, mais ça peut, là en l'occurrence il s'agissait d'essayer de faire des longueurs, de progresser sur la longueur du stage, de faire de plus en plus de longueurs. Et d'apprendre à nager si on ne sait pas. Aussi. De la musculation, de la course à pied. Voilà, ce sont les trois sports les plus récurrents. Donc là, on a clairement dans le choix des sports un choix aussi, disons, qui s'oriente clairement vers ce que moi j'ai appelé les sports apolliniens, qu'on peut aussi appeler simplement les sports d'endurance. Mais les sports apolliniens, ça me semble significatif parce qu'on est clairement par opposition au dionysiaque, où on met l'accent sur le corps, sur le sensible. Alors que ici, très clairement, l'accent est mis sur l'effort, la rigueur, le progrès qui se mesure de façon quantitative. Voilà, donc ce sont les sports qui sont... Autonomes, sans équipe, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, ça allait être
parlais de réciprocité et tout, donc moi j'ai fantasmé à un moment donné, je me suis dit bah, peut-être qu'il va y avoir de la boxe, il va y avoir de violence, des mots comme ça qui. Voilà, ou même un sport collectif. Donc là c'est des sports où c'est vraiment ciblé sur la personne. Ouais. Et le contrat me fait penser à un contrat de tutelle. C'est-à-dire quand tu parlais du contrat avec l'assistante sociale, ça fait penser à un contrat de tutelle, quand tu es sous tutelle en fait. Donc finalement tu sors de tôle ou TSDF, c'est la même quoi. Mais historiquement, c'est bien l'origine. D'accord. C'est bien l'origine. Alors après, il y a quelque chose que je peux ajouter quand même, c'est que effectivement il y a ce contrat d'insertion qui rend les choses très formelles. Et puis d'un côté, même si ce sont les conseils généraux, donc des politiques publiques qui financent, même si tout ça est encadré de façon très formelle, de façon très fonctionnelle, la façon dont ça se passe est beaucoup plus informelle. C'est-à-dire que c'est pris en charge par des associations qui organisent donc, les stages. On met l'accent sur les rapports humains, sur la dynamique de groupe, et tout devient très informel, bien que le cadre en réalité reste très formel, et que si par exemple l'individu est absent, ou il ne vient plus, ou il vient plus pendant une certaine période, il y a quand même derrière, en principe, parce que les radiations sont très rares, il y a quand même derrière le risque que l'individu perde le bénéfice du minima social, parce que ça reste dans le contrat d'insertion une démarche d'insertion, d'insertion professionnelle obligatoire. Donc il y a ce paradoxe, mais en réalité qui s'explique très bien. C'est-à-dire si on retient mon hypothèse pour employer un gros mot, d'une disciplinarisation des corps et des âmes, pour reprendre, on en discutait tout à l'heure, un terme de Foucaldien, de Michel Foucault, si on retient cette hypothèse, eh bien on se rend compte que ce paradoxe-là, il est utile à l'intention politique. C'est-à-dire faire en sorte que tout devienne informel, c'est stimuler l'individu. Choisir le sport, c'est choisir quelque chose qui n'apparaît pas comme de la contrainte, mais plutôt comme une proposition bienveillante. Comme dit l'un des sociologues du sport assez connu, Jacques de France, dit le sport c'est un monde social inversé, où le travail est perçu comme du jeu, où la peine est perçue comme du plaisir. Là c'est précisément le cas. C'est-à-dire on choisit une activité dont les représentations sont très laudatives, et par conséquent l'adhésion, on emporte l'adhésion de l'individu beaucoup plus facilement. On stimule le plaisir de l'individu plus qu'on ne le contraint. Or, c'est précisément ce que Michel Foucault décrit comme les caractéristiques du vrai pouvoir qui s'exerce sur les individus. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse conduire la conduite d'un individu, faire en sorte qu'il rentre dans un certain ordre normatif, c'est faire en sorte qu'il ne se rende pas compte de la façon dont il va y aller. Et donc on stimule son plaisir, on choisit le sport par exemple, dans un cadre très riche humainement, où il va sourire, prendre du plaisir, être content d'être là, avoir l'impression qu'on lui fait plutôt une proposition bienveillante plutôt qu'une démarche coercitive qui s'imposerait à lui comme ça. Et donc tout ce cadre informel qui en réalité reste cadré par le contrat d'insertion et donc son rapport avec l'assistante sociale, tout ce cadre informel en apparence permet quelque part d'humaniser la démarche politique qui s'adresse à l'individu et qui ne reste finalement qu'un pouvoir qui s'exerce sur lui. Voilà. C'est un peu violent. Et les lieux d'exercice de ce sport se fait dans des lieux communs aux autres, ou ce sont des lieux spécialisés? Donc comme ce sont des associations qui organisent, ça se passe d'abord dans les locaux d'une association. Et ensuite ça se passe ça peut être sur des stades, donc on peut utiliser n'importe quand. À la piscine municipale. Oui, mais ça s'utilise aux mêmes heures que les autres? Oui, aux mêmes heures que les autres. Voilà, donc dans un cadre... Pas comme les scolaires? Non, pas du tout. Non, au moment d'ouverture au public. Bien. Bon, ben... J'espère avoir l'occasion de nuancer, Oui. puisque bon, je ne sais pas si j'étais là pour ça, mais ça fait peut-être un petit peu violent comme ça. Donc, moi je vais nuancer. Alors, Erwan est un professionnel, donc je n'ai pas travaillé, heureusement, sur sa démarche, etc. Mais encore une fois, je voudrais préciser que
Je crois que si j'étais professionnel, j'utiliserais quand même le sport dans cette. Et donc c'est une contradiction totale. Et donc c'est le confort peut-être de la posture sociologique, c'est celui-ci, quoi. Ah bah c'est facile. Donc moi, je vais peut-être présenter un petit peu la sauce et le cadre dans lequel je travaille. C'est Brain Insertion Sport, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans, et donc qui est une toute jeune association créée par un acteur qui est Patrice Beau, qui travaille à la direction départementale de cohésion sociale, donc qui lui est un acteur, un représentant de l'État, donc de l'action de l'État, d'une politique publique. Et donc c'est important de le situer, puisque je pense que ce que décrit François, effectivement dans l'acte sportif, il y a 2 choses qui vont motiver. C'est une, l'intention pédagogique portée par les acteurs. Et je pense que ce qui rend l'activité dionysiaque ou apollinienne, c'est pas tellement le contenu, qu'on fasse du basket, de la boxe ou du surf ou du ski ou l'escalade, c'est plutôt comment l'éducateur, l'accompagnateur va lui porter une intention soit dionysiaque ou apollinienne. Comment il va jongler un petit peu avec ces 2 aspects-là. Et le deuxième aspect, c'est le financement. Toutes les expériences qu'on va vouloir mener dans le cadre du sport vont être assujetties à ce que vous avez aussi, vous, dans le monde de la culture, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, les politiques publiques, pour financer le sport, il y a 2 aspects. Il y a le sport construit sur le modèle du fin 19e siècle et jusque dans les années 90. C'est le sport avec 2 aspects. Un, on construit des individus qui vont être dociles, soumis et en capacité, en bonne santé pour construire la société de demain. Et 2, des individus qui vont être capables de représenter sur l'échelle internationale la dominance de notre pays. Et le sport s'est construit, moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu dans mon parcours. Le financement du sport est autour de ces 2 axes-là. On le retrouve dans les politiques publiques. C'est le sport de haut niveau, donc toujours plus vite, plus haut, plus fort. Et 2, comment le mouvement sportif ou une stratégie éducative sportive va pouvoir permettre à la société d'avoir des individus bien construits, bien normés, ce qu'a décrit tout à l'heure François. À partir de là, les acteurs du sport, on n'a pas tellement de choix. Soit on trouve des financements complètement privés, et là on a la liberté d'agir, et c'est très difficile. Soit les financements restent ceux du cadre politique, et il va falloir jongler avec. Après il y a plein de ruses possibles. Et nous, l'expérience qui a été menée dans le cadre d'une politique publique d'État, sur des financements d'État, où justement on peut jouer et interpréter avec la sémantique, quelles sont les orientations données par le ministère dans le cadre du financement. C'était le préalable pour rebondir un peu sur ce qu'avait dit François. Bon, c'est un peu comme ça, je réagirais à ce que tu as dit. Maintenant, moi, l'expérience qu'on mène, je ne sais pas si elle se situe du côté dionysien ou apollinien. Je pense qu'il y a un peu des 2. En tout cas, elle est partie d'un constat que moi j'avais dans mon parcours d'éducateur sportif, que je travaille en tant que professionnel depuis 13 ans, et je suis acteur dans le milieu du sport d'abord en tant que bénévole depuis à peu près 23 ans. Et donc d'abord du bénévolat, et ensuite je suis passé du côté professionnel. Mon expérience a d'abord été très fédéraliste. Moi je travaille pour la Ligue de Bretagne de baseball et softball. Donc j'ai eu pour mission, j'ai toujours, de développer une activité sportive dans un territoire où cette activité n'existait pas. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai été amené à travailler et à interagir avec un tas de publics, un tas de partenaires. Et notamment des partenaires plutôt issus de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et qui, dans le constat que je fais au quotidien, il y a souvent une dichotomie entre les acteurs de l'éducation populaire et les sportifs. Donc, et moi, j'ai essayé de me dire comment on pourrait réussir à travailler ensemble et puis finalement à faire en sorte que l'éducation populaire, qui a pour objet la jeunesse ou le monde adulte et qui cherche à amener du bien-être, de se sentir bien, de créer du lien social, est-ce que nous, le sport, on est uniquement centré sur toujours plus vite, plus haut, plus fort, ou faire des licences? Je me suis dit, il y a un moment ou l'autre, probablement que dans mon activité et dans ce que moi je peux apporter,
on peut vraiment s'inscrire dans cette démarche de créer du lien social, mais de manière authentique, pas de manière détournée comme le font dans... Et là, je peux le dire parce que je le vis, dans 90% des cas, le sportif et le mouvement sportif, cet aspect-là, il le met en avant, mais uniquement par opportunisme. C'est de l'opportunisme. La réalité du mouvement sportif et de son intention pédagogique, c'est faire des licences, arriver à la compétition, franchir des paliers, plus vite, plus haut, plus fort. Et ensuite, parce que le contexte social et le contexte environnemental évolue et amène le sport à se réinterroger, à dire oui, aujourd'hui les enquêtes montrent que les gens viennent faire du sport d'abord pour le lien social, deux pour le bien-être, le sportif se réinterroge. Mais le parcours, il est long, très très long. Et moi, je suis parti de ce constat-là et de me dire comment, avec mon activité support, je peux vraiment m'inscrire dans une démarche authentique sur... voilà, j'ai pas d'ambition autre que offrir à des gens des moments de plaisir. Donc ce qu'on pourrait appeler le sport dionysien qu'a évoqué tout à l'heure François. Voilà, des moments de plaisir. Et autour des moments de plaisir, qu'est-ce que ça va générer? Comment les individus en interaction autour de ces moments de plaisir vont agir entre eux? Qu'est-ce que ça va produire comme effet? Et à partir de là, avec la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, moi je menais des petites expériences de mon côté, et l'idée est apparue de créer une structure associative qui permettrait d'expérimenter, de créer une sorte de laboratoire d'action, d'insertion par le sport. Insertion au sens large. Et donc je me suis retrouvé un petit peu, moi au départ j'avais pas pour projet j'avais plus émis des idées, des orientations sur ce que pourrait donner cette assoce. Et les collègues m'ont dit, écoute, on pense que c'est probablement toi la personne la plus habilitée à piloter la sauce et à créer et à inventer des choses. Je dis pourquoi pas, sachant que j'ai toujours un autre métier au sein du comité de baseball. Et puis vous le verrez, parce que c'est toujours un peu paradoxal dans mon parcours. Et dans mon parcours avec le baseball, au fur et à mesure du temps, j'ai aussi franchi des étapes qui m'ont permis d'arriver à coacher, à entraîner l'équipe de France des moins de 15 ans. Donc à être sur le pendant du haut niveau. Donc à aller faire des déplacements sur des compétitions internationales, à voir comment le baseball est organisé au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, là où c'est un sport dominant. Et en même temps à être sur cet aspect sport pour tous, sport créateur de liens sociaux. Bien-être, je ne sais pas, je ne suis pas moi en capacité de donner du bien-être aux gens, c'est les gens qui s'approprient ce qu'ils peuvent au travers des situations vécues. Et voilà, le parcours s'est construit comme ça. Et au départ, cette association, on a utilisé une expérience qui aujourd'hui s'est réitérée plusieurs fois, qui est devenue l'expérience un petit peu phare de la sauce, mais qui est loin de résumer ce qu'on fait. Ça a été un premier séjour où j'ai rencontré le directeur du restaurant social qui est sur Clonay, qui lui fait de l'accueil de jour pour le public en errance. Public en errance, ça ne veut pas dire forcément SDF. Dans la notion de public en errance, c'est de la grande précarité. Donc on peut avoir des gens qui ont un logement, mais un logement depuis 2 mois, depuis 3 mois, ou qui dans 6 mois seront à nouveau à la rue parce que toutes les contraintes et la complexité que ça implique de s'intégrer dans un logement qu'on va vous donner alors qu'on n'en avait plus depuis 5 ans, et où aujourd'hui les politiques mettent en place des politiques d'accompagnement de guichet, mais pas, c'est essentiellement on fait du guichet, on répond à une commande sociale sans forcément être derrière l'accompagnement des individus. Et la rencontre avec le directeur du restaurant social, dans un cadre complètement informel, au cours d'une soirée, à discuter de ce que lui faisait, de ce que moi je faisais. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait qu'on emmène une partie de tes usagers là, en séjour, on va les emmener, je peux organiser un séjour de vacances, ni plus ni moins. Prendre du plaisir tout simplement, être ensemble. Et une sorte de colo pour adultes qui, depuis des années, sont dans la galère, quoi. Et où leur quotidien, c'est comment je vais manger, comment je vais me loger, comment je vais me laver, et comment j'occupe mes journées. Et du coup, comment j'occupe mes journées, le constat c'est souvent, je picole, ou je m'injecte au Subutex, ou je me bastonne. Et là l'idée c'était de dire on va créer un espace-temps, un peu une parenthèse, une sorte de parenthèse enchantée, où on va voir ce que ça peut générer.
Et lui a dit ok, ça lui semblait, puisqu'il avait l'habitude de travailler plutôt avec le pendant culturel, puisque c'était plutôt les habitudes de travailler avec des acteurs du monde artistique ou de la culture, mais pas le sport, puisque le sport nécessite d'avoir déjà un corps prêt à s'entraîner. Les représentations du monde du sport faisaient que pour lui, c'était pas le média vers lequel il avait pensé aller pour travailler avec son public. Puis il a relevé le défi, le temps de mettre en place un petit peu le projet et de trouver le financement, parce qu'effectivement il faut financer. Et on est parti avec un premier groupe de 4 hommes et 2 femmes, donc c'était un tout petit groupe, et ça s'est très très bien passé, avec des résultats que moi j'attendais pas, puisque j'avais pas d'autre intention que de créer cette sorte de parenthèse enchantée, et puis de voir ce que ça allait générer. Et ça a généré des choses qu'on n'avait pas imaginées, évaluées, attendues. Et chez 2 personnes, notamment une femme qui était à la rue depuis 2 ans, a été fortement bouleversée par ce qu'elle a vécu pendant le séjour. Et l'origine, elle, de son mal-être était essentiellement liée dans une rupture qu'elle a vue avec sa famille, donc avec son père et sa mère, à qui elle ne donnait plus de nouvelles depuis 2 ans. Et au travers du séjour, après, elle a décidé de renouer. Et elle est repartie, elle a recréé des liens avec son père et avec sa mère. Et ça a mis un petit peu de temps. Et 1 an après le séjour, elle a quitté l'environnement rennais. Elle consommait beaucoup d'héros. Les nouvelles aujourd'hui, c'est qu'elle ne consomme plus, qu'elle a un logement, qu'elle a retrouvé un travail. Et le séjour a été vraiment le déclic. Et à partir de là, l'idée était de se dire, avec cette assoce, on va commencer à travailler avec un public plus large et d'aller chercher et d'expérimenter. C'est toujours de l'expérience. On n'a pas, nous, la prétention de dire on met en place des dispositifs qui, pour l'instant, sont en capacité de pouvoir être démultipliés partout dans 4 coins du territoire. Surtout que je reste convaincu que la réussite, elle est essentiellement liée à l'intention pédagogique portée par les acteurs du projet. Et c'est surtout ça qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Le sport est qu'une ruse. Et à partir de là, l'association a commencé à travailler avec d'autres publics, toujours en partenariat avec la direction départementale cohésion sociale et son service solidarité. Et on a mis en place d'autres séjours, ce qu'on appelle des micro-séjours de rupture, avec des mineurs délinquants. On travaille avec le centre éducatif renforcé de... Oui. Séjour de quoi? Rupture. Non, séjour de quoi? Parce qu'on parle de séjour, mais séjour, pour moi, ça me... Séjour de quoi? Séjour de quoi? On part en nuitée, voilà, on va occuper un lieu, et puis on va occuper un lieu, on part sur un lieu de pleine nature. Généralement, c'est plutôt en campagne ou en bord de mer. Pourquoi? Parce que je pars aussi du principe que quand on choisit des lieux où on a une esthétique, le rapport au beau, ça facilite les choses. Donc d'être dans un environnement où on a des jolies choses à voir, ça crée un contexte qui va permettre de se libérer, de se poser, de se pacifier plus facilement. Ce que j'entends par séjour, on part, donc sac à dos, on va aller dans un lieu où on va choisir un lieu plutôt, comme je le disais, sympathique, qui va permettre de pratiquer des activités de pleine nature. Donc on aura des activités nautiques, ça peut être du kayak, ça peut être de la voile, ça peut être du vélo, on fait beaucoup de vélo, balade en VTT, parce que le VTT, en tout cas la balade en vélo génère des choses plutôt agréables et libère la parole, libère les échanges et permet de créer, l'idée de parenthèse enchantée qu'on a au travers du séjour, elle est encore plus accentuée dans la balade à vélo. Des sports collectifs, donc des sports qui seraient ce qu'on appelle tout à l'heure, ce que François appelait les sports apolliniens, on en fait également, mais par contre quand on pratique ce type de sport, nous on n'est pas ancré sur la règle, le code, le respect à tout prix de la logique interne de l'activité. On peut très facilement détourner les codes de la pratique. Et voilà, et le vivre ensemble. Donc le soir, on a dans ces séjours, on va manger, parce que les repas font partie intégrante des séjours. Le bien manger, quand ce midi on a mangé, c'était un bon repas. Je suis allé voir le cuisinier, parce que j'attache de l'importance à ça, et je trouve que ça participe
au bien-être. Et là, quand on travaille avec les gens du restaurant social, c'est les gens qui ne cuisinent plus depuis longtemps, vont manger un repas tout fait qui est donné par une association caritative ou par le restaurant social. Mais eux, l'acte même de cuisiner, de se poser la question de ce que je vais manger et comment je peux ajouter quelque chose pour donner d'autres saveurs, ils l'ont complètement perdu. Donc nous, on travaille sur cet élément-là et vivre ensemble. Donc le soir, c'est des jeux de cartes, des moments de discussion, c'est un peu libre, hein, ça dépend de ce que l'on a envie de faire, et des temps de parole. Donc on peut se coucher à minuit, 1h, 2h, 3h du mat, il n'y a pas d'heure, on est entre adultes, hein, donc on ne dit pas c'est l'heure d'aller se coucher, hein, quand on a envie d'aller se coucher, on va se coucher, quoi. Ce qui compte, c'est que le lendemain matin, par contre, on a un programme d'activité qui fait que faut qu'on respecte le programme d'activité qui amène aussi d'autres intervenants, d'autres choses. Donc là, par contre, oui, on est levé à 8h parce que ça fait partie du rythme qui est institué sur le séjour. Et pas d'alcool. Ça, c'est une constante importante. Pas de consommation d'alcool. Pour un public, pour le coup, avec le public en errance, public qui, dans leur quotidien, eux, consomment beaucoup. Donc ça amène un tas de problématiques, mais je pourrais y revenir plus tard si vous le souhaitez, ou si vous avez des questions là-dessus. Et l'association a donc cherché à travailler avec d'autres publics, donc les mineurs délinquants, et sur le projet avec les mineurs délinquants, ça a été aussi de se dire, là où beaucoup de projets autour du sport avec les mineurs délinquants sont au travers de l'idée du dépassement de soi, nous on a pris un autre angle d'attaque qui était de se dire on va plutôt travailler le dépassement de soi, oui, pourquoi pas, ça peut être une constante, mais on va aussi chercher autre chose. Et on a travaillé sur la mise en relation pédagogique, c'est-à-dire de mettre les mineurs délinquants en situation pédagogique où eux animent des séances sportives avec des publics scolaires ou des jeunes issus de clubs sportifs. Alors le pari n'était pas gagné d'avance puisqu'on a des mineurs qui sont sous le main de justice et qui ont commis des délits plus ou moins importants et qui n'ont jamais été mis en responsabilité. Et là, l'idée, c'est au cours d'une semaine de réussir à faire en sorte que ces mineurs-là, à la fin de la semaine, soient en capacité, en binôme, de manière autonome, d'animer pendant 45 minutes une séance sportive. Et le choix de la séance, c'est autour de la boxe. Là, on fait de la boxe. Et les résultats sont plutôt intéressants, puisqu'après, nous, on interroge. L'idée, c'est de le faire là-dessus, contrairement à ce que expliquait François tout à l'heure, sur les projets menés en termes d'accompagnement social avec le sport, où on avait souvent une sorte de ruse pédagogique, où on amenait les gens à pas forcément être en conscience et à les remettre dans un circuit normatif sans qu'ils s'en rendent compte. Nous, au contraire, on interroge en permanence les acteurs sur la pratique et le sens, c'est-à-dire en permanence de donner du sens. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment nous aussi, éducateurs sportifs, on intervient avec les professionnels. Donc on est en permanence sur l'interrogation du sens. Et on a fait aujourd'hui 7 séjours avec le centre éducatif renforcé et dans une période de restriction budgétaire où eux avaient pour habitude d'avoir régulièrement des séjours, ont dû faire des choix et aujourd'hui on est devenu le séjour numéro 1 pour eux. Et simplement grâce au sens que nous on met dans nos séjours sportifs. Voilà. Et on travaille avec d'autres publics, on a également des associations. Alors, une des caractéristiques numéro 1 de la SOS, c'est de dire jamais seul. On n'est jamais seul, on n'a pas nous la prétention d'avoir la connaissance d'une des publics. C'est toujours un appui pour donner une dimension autre à des partenaires qui, eux, sont au quotidien en face à face avec le public, qui était un public fragilisé. Donc on travaille toujours avec des partenaires. Et dans les séjours de lecture, vous êtes combien dans le cadran? Généralement, alors ça dépend, en tant qu'encadrant, il y a toujours les partenaires de l'institution qui est en charge des publics, qui eux vont être au minimum 2. Et nous, au sein de l'association, on va être toujours au minimum 2 et on accueille également beaucoup de stagiaires, des stagiaires en master
au sein de l'UFR de Stéphane et de François. On a également beaucoup de stagiaires du monde de l'éducation spécialisée. Donc, et on a évidemment des stagiaires en formation dans le domaine de l'animation sociale ou du sport. Donc on arrive généralement à avoir un fort taux d'encadrement. Le taux d'encadrement est plutôt fort. Non, mais c'est toujours par rapport à notre question, hein, puisque là, ces entretiens que l'on fait, c'est toujours par rapport à la question voilà, que l'on nous a posée, enfin, que l'on s'est nous-mêmes posée et que la collectivité donc, a confirmé. C'est comment peut-on faire pour qu'en centre-ville, parce que voilà, ces activités-là, en général, elles sont toujours extérieures, elles sont toujours cachées, elles sont toujours... Et là, comment pourrait-on croiser ces activités dans un équipement qui n'en est pas un, quoi, un lieu qui serait transversal, reversible, partageable, mutualisable et autres? Alors, elles ne sont pas toujours, nous, là, on a une partie des séjours qui sont, enfin une partie de notre activité qui est autour des séjours, mais pas que, on a aussi, parce que notre action ne peut pas, les séjours, ça demande un investissement financier, un investissement humain, et on a également des actions quotidiennes qui se font ici en centre-ville, avec le public en errance, au sein du restaurant social. On travaille également avec Puzzle, qui est une structure de la sauvegarde enfance et adultes, et qui, elle, fait de l'accueil aussi pour le public en errance. Et là, l'idée, c'est toute la problématique, c'est comment occuper l'espace public pour permettre de pratiquer ces activités physiques et sportives. Et là, on est confronté à une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, le contexte normatif pour pratiquer, c'est les équipements de la ville, et les équipements de la ville sont saturés, ou en tout cas, ça rentre dans un cadre spécifique et c'est très compliqué de pouvoir y avoir accès. Soit il faut être faire partie d'une fédération, faire partie d'une structure normative tout simplement. Et or ces espaces-là, les créneaux horaires et le fait de se rendre dans ces espaces-là n'est pas forcément toujours le contexte propre pour pouvoir pratiquer avec le public. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit les lieux, le restaurant social, on a une petite cour qui est 2 fois plus petite que cet espace-là, et dans cette cour, on va pratiquer, après c'est faire appel aussi à notre inventivité. On est capable de mettre en place du baseball, mais avec 3 fois rien. Donc on va pouvoir mettre du baseball, on va le faire comme peuvent le faire à Cuba, on va jouer avec un manche à balai et 3 fois rien. Mais on va... Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est avant tout de procurer du plaisir, du ludique. Et pour ça, il suffit simplement de faire appel à la créativité et à l'inventivité. On peut mettre en place du tennis de table. Au sein du restaurant social, on a des tables. Quand le repas est terminé, on nettoie les tables, on monte les filets et puis on pratique. Donc, on va, nous, se réapproprier l'espace et le transformer pour pouvoir mettre en place la pratique. Et là, oui, on pourrait imaginer, mais aujourd'hui, quand vous parliez tout à l'heure d'architecture, sur ce qui existe par exemple dans les quartiers, si on prend des quartiers comme Maurepas, comme Villejean, je pense qu'en termes d'architecture, c'est quand même plutôt difficile. C'est très difficile de se réapproprier les espaces. Aujourd'hui, dans des nouveaux espaces qui se créent sur Borgard, ou ici la Courrouze ou la Prévalette, ça peut être possible. Par contre, est-ce que ce sont des lieux où la population en grande précarité ou en fragilité, est-ce que cette population vit dans ces lieux-là? J'en suis pas sûr. Pourquoi on a fait sur d'autres lieux des exercices justement de convergence sur un endroit qui est un endroit provisoire ou un endroit éphémère, parce que c'est un chantier, parce que quelque chose se construit. Admettons, on a installé sur cet endroit ce qu'on appellerait une base vie ou un restaurant de chantier qui est ouvert aux ouvriers du chantier et qui est ouvert à la population. Donc on a fait d'un endroit apparemment inconciliable, plutôt aux activités inconciliables, un endroit qui pouvait concilier deux, parce qu'il y avait le caractère magique peut-être de la construction et le caractère éphémère de ce lieu. Ce n'était pas un restaurant social avec une fonction sociale et qui très vite va se paupériser ou éventuellement va se ghettoiser, c'est-à-dire qui va être affecté. Comme là, l'idée, c'est de prendre un lieu qui est un lieu de centre-ville,
qui lui-même est en déshérence, puisque c'est aussi un lieu abandonné, c'est-à-dire qu'il est comme certains hommes, ou certaines activités des hommes, il est abandonné. Donc ce lieu perd son activité, et pendant le temps où il a perdu cette activité, il est reconquis momentanément par des activités diverses, comme celles que tu décris, c'est-à-dire pas uniquement comme ça. Comment faire re-rentrer justement des choses qui sont apparemment non rencontrables. À mon avis, de ma propre expérience, il y a deux voies possibles. Et si je prends l'exemple par exemple du restaurant social, qui se trouve à 2 pas d'ici, quand on va au restaurant social, effectivement c'est une population marginale, très défavorisée, et le contexte où les gens viennent là de 8h30 le matin et peuvent y être jusqu'à 13h30, c'est l'entre-soi de la pauvreté. Or, on pourrait imaginer un lieu où on peut venir prendre un repas au même coût, puisque le coût du repas est à 1 €, et pour la plupart, en plus, il est même souvent gratuit, et avoir une population insérée, qui travaille, qui pourrait venir manger au même endroit. L'impact, il serait évidemment très, très important. Et le regard changerait, et la population qui aujourd'hui est au restaurant social, quand il se retrouve à 50, 100 ou 150, tout le monde est marginalisé et ça crée énormément de violence, ça pacifierait les choses. L'entrée, c'est le politique. Est-ce que le politique a envie de ça? Je ne sais pas. Il faut interroger et je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les expériences qui sont menées, soit elles sont très marginales, et ce qui se fait de manière institutionnalisée, qui est réitérée dans plusieurs lieux, c'est pas ça. C'est plutôt à chaque fois le pauvre est dans un lieu spécial pour le pauvre. Or, je suis persuadé qu'on pourrait concevoir des lieux avec une architecture qui serait propice à ça et où les gens se rencontrent. Et la deuxième possibilité, c'est aussi ce que vous proposez là, c'est aussi le pouvoir du citoyen et la capacité que le citoyen a, ou que des collectifs associatifs vont avoir à être force de proposition. Et du coup, à agir, et en agissant, en faisant la politique de la preuve qu'on peut mettre devant les yeux du politique et dire regardez, on a expérimenté, ça fonctionne. Comment après on peut ensemble imaginer d'autres solutions